Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à Rome. Il y participe à la première session 2019 du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. Le vice-président y est en sa qualité de président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également dans ce journal d'éducation après plus de 3 semaines d'interruption des cours causées par une grève des enseignants. Nos équipes ont constaté pour vous ce jour la reprise effective ou non des cours. Nous irons également au Sénégal au lendemain de la présidentielle. L'heure est au décompte des voix. Les résultats provisoires officiels nationaux sont attendus au plus tard ce mercredi. Et notons également que la procédure pourrait durer, si nécessaire, jusqu'à vendredi prochain. Bienvenue dans ce 23h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est depuis ce dimanche à Rome, la capitale italienne. Il participe à la première session 2019 du Conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial, une session qui s'est ouverte hier. Le vice-président y est en sa qualité de président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Côte d'Ivoire. Les détails de cette rencontre avec Jérôme Kofi Aboula, notre envoyé spécial à Rome. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à Rome, il y est arrivé dans la soirée ce dimanche aux environs de 16h45 heure locale. Il vient dans la capitale italienne prendre part à une session du conseil d'administration du PAM, Programme alimentaire mondial. Nous sommes venus à l'invitation du PAM d'abord et puis du mouvement Sun. Le PAM, je crois que nous allons participer à la première session du conseil d'administration de 2019. Et vous savez, nous allons profiter de l'occasion pour préparer les prochaines rencontres vont se tenir à Abidjan. La première rencontre, ce sera le 1er mars, au niveau donc africain, sur le dossier de l'alimentation scolaire, qui va se tenir à cette date. Et la deuxième rencontre, toujours en mars, je crois que c'est le 25 mars, il va y avoir l'inauguration du centre d'excellence de la lutte contre la faim, installé à Abidjan et qui va couvrir la zone Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Le lendemain, nous avons une rencontre avec le SUN. En fait, c'est un nom anglais, Scale Up Nutrition, avec Madame Gerda Verboom. On nous participera à un panel sur la lutte contre la faim et la lutte contre la malnutrition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est président du Conseil national pour la nutrition et facilitateur national pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. C'est surtout en cette qualité qu'il est l'invité du PAM à l'occasion de cette session de son conseil d'administration, conseil qui a entre autres prérogatives l'élaboration et la coordination des politiques à court et long terme d'assistance alimentaire. Un autre événement inscrit dans l'agenda de nos dirigeants, il s'agit de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission Climat Région Sahel. Elle a démarré ce lundi à Niamey et l'objectif est de mutualiser les forces et de trouver des solutions concrètes et pérennes pour préserver les ressources naturelles et garantir aussi le bien-être des populations sur le continent africain. Le ministre Ali Koulibaly, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, y représente le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. L'Afrique n'est pas responsable de ces dérèglements climatiques. L'Europe, l'Amérique, l'Asie sont les premiers responsables et doivent mener une action urgente et impérieuse pour lutter contre l'effet de serre. Le continent africain représente moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais un peu plus de 65% de sa population est impactée par les conséquences de la pollution. Pour les chefs d'État africains, l'heure est à l'action, des initiatives solidaires pour faire front au dérèglement climatique sur le continent. Nous, les pays africains, avons tous contribué à l'adoption des règles et modalités de mise en œuvre de l'accord de Paris. Maintenant, il faut que se concrétise la mise à disposition de financement par les pays développés
tel que prévu dans le manuel de procédure de l'accord de Paris, adopté lors de la COP24 en Pologne. Mais n'oublions pas qu'il s'agit de nos territoires, de nos populations, de nos économies. Outre l'apparition de migrants climatiques, l'aménuisement des ressources naturelles, le réchauffement de la planète aura surtout un impact poussé sur l'économie des pays du Sahel. Le changement climatique a un impact sur la disponibilité des ressources. Son impact sur la pauvreté n'est plus à démontrer. On estime qu'il pourrait y faire basculer 100 millions de personnes dans le monde d'ici 2030, alors que la pollution atmosphérique, responsable de 7 millions de décès prématurés par an, entraînera des coûts directs de santé qui atteindraient 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. Mardi s'ouvre la table ronde des bailleurs de fonds, l'occasion de mobiliser des ressources pour des actions communes. Actuellement, il y a 6 pays de la côte qui sont victimes de l'érosion côtière. Et fort heureusement, des partenaires financiers tels que la Banque mondiale, en accord avec ces 6 pays-là, ont mis en place un programme appelé le WACA, West Africa Coastal Area, pour mener la lutte, pour freiner l'érosion côtière. Imaginez que la Côte d'Ivoire, elle seule, demande un financement. Ce qu'on va donner à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sûr que ça puisse régler le problème de la Côte d'Ivoire. Et en supposant même que le problème de l'érosion côtière soit réglé au niveau de la Côte d'Ivoire, mais les pays qui sont en amont, s'ils n'ont pas réglé leurs problèmes, alors ces problèmes-là vont se transporter en Côte d'Ivoire, sur notre côte, et nous n'aurons rien fait. Notons que 3 commissions climat ont vu le jour à la faveur de la réunion de Marrakech en marge de la COP22, la commission climat du bassin du Congo, celle des États insulaires et enfin celle de la région du Sahel qui regroupe 18 pays du continent. Nous parlons également d'éducation dans ce journal, je vous l'annonçais en titre d'ailleurs. Après plusieurs semaines de perturbations du système scolaire ivoirien, des perturbations causées par une grève des enseignants en Côte d'Ivoire, nos équipes ont sillonné ce jour la ville d'Abidjan pour constater la reprise effective ou non des cours. Les détails dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Lycée moderne à Mondi-Pierre dans la commune d'Adjamé. Ce lundi 25 février, les cours se déroulent dans certaines classes pendant que des élèves sont dehors. Ce matin à 8 h, à la deuxième heure, on avait entre 40 et 42% de présence. Les professeurs non grévistes viennent au cours. Et puis ceux qui font grève, ne viennent pas, ils sont en salle des profs. Au lycée moderne Cocody-Angré, les élèves des classes de 3e et terminale composent dans le cadre des examens blancs session 2019. Ce matin, je suis allé vérifier pour voir s'il y a les cours, parce qu'il y a des cours du fini à midi. Mais je suis allé dessus parce qu'il n'y a pas eu cours. Mais il a constaté qu'il y avait un examen blanc. Donc on nous a demandé de partir, qu'il n'y a pas cours, qu'on revient le 4 mars. À l'école primaire publique EPP2 Plateau Nord, les classes sont restées fermées. Apprenants et parents dénoncent la situation. Toutes les classes étaient fermées. Donc il y a plein de personnes qui sont venues. On n'a pas salué le drapeau aujourd'hui non plus pour nous dire qu'il n'y avait pas cours. Ça me fait mal, j'ai envie de faire cours. Parce que quand je ne fais pas cours, je n'apprends rien. C'est une déception immense. Et l'idée de faire une année blanche nous terrorise. On a très peur. Moi, je suis parti à l'école. Ça me fait mal. Qu'aujourd'hui l'école soit bloquée. Nous-mêmes, parents d'élèves, on ne connaît pas les raisons. J'invite les enseignants qui sont aussi des parents d'élèves, des pères d'élèves, de revoir leur position. Parce qu'une corde, là, plus on la tire, ça se casse. Donc ils revoient leur position. Parce qu'effectivement, si l'année est blanche, nous tous on perd. Annoncé par des membres d'associations d'enseignants favorables à la reprise des cours, le constat sur le terrain démontre que cette reprise est mitigée. Apprenants et parents d'élèves souhaitent la reprise totale des cours. Et toujours sur le même sujet, un autre constat a été fait au nord de la Côte d'Ivoire et précisément à Korogo. C'est Ami Sissoko qui nous en donne des nouvelles. C'est bien. Allez, on baisse aux endroits. Est confortable, de bonne taille. Puis... Après une semaine de congé, les élèves retrouvent le chemin de l'école. À Korogo, pas de perturbation de cours. Au primaire comme au secondaire, les enseignants en général poursuivent leur programme.
Au collège catholique Sainte-Élisabeth, cet établissement n'a pas connu d'agitation selon la direction. Il n'y a pas eu d'arrêt de cours ici depuis le début et ce matin, les enfants sont heureux de revenir du petit repos du mois de février. Et nous abordons la fin du deuxième trimestre et c'est avec joie qu'ils vont faire leur dernier devoir et nous allons passer au calcul des moyennes. Au lycée moderne de Korogo, même si le cours se déroule normalement, la direction souligne que sur 101 enseignants, il y a 6 qui sont en grève, donc absents. Cap sur le lycée Houphouët-Boigny. Ici aussi, il y a des absents. Ce matin, sur 67 enseignants attendus, seuls 5 sont absents. Les autres sont à leur poste. Nous avons une minorité qui est toujours dans la logique de la grève et nous avons une grande majorité qui est dans la logique de continuer les cours tout en demandant qu'on puisse continuer de négocier avec l'État de Côte d'Ivoire pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a soulevés pendant ces périodes de perturbation. Nos collègues qui sont encore restés à la maison, de ne pas penser que nous voulons, nous autres qui venons à l'école, que nous sommes zélés, que nous aimons la Côte d'Ivoire plus que, mais nous pensons à la relève. Sur la situation, la direction régionale de l'éducation nationale fait le point. Nous avons la chance ici à Korogo de voir nos établissements ouverts, et surtout en ville. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés par endroit. C'est le cas à Sirasso, où tous nos enseignants ne sont pas en classe. Le primaire, le secondaire, les enseignements privés, pour l'heure, il n'y a aucune difficulté. Il faut quand même tirer le chapeau à tous ces enseignants qui ont accepté, malgré la situation, de continuer, n'est-ce pas, d'encadrer nos enfants. Nous les avons rencontrés, nous avons échangé avec eux et nous sommes vraiment fiers de ce qu'ils aient accepté justement de nous accompagner pendant cette situation de crise. Depuis le 22 janvier, début de la grève des enseignants, on peut dire que la région du Poro a eu un peu plus de chance contrairement à d'autres localités. Pour l'heure, les élèves et les enseignants continuent d'emprunter le chemin de l'école. Et concernant cette reprise des cours, jugée plutôt timide, suite aux dernières interruptions dues à la grève des enseignants, le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, Abdoulaye Kouyaté, était sur nos antennes ce lundi à l'édition d'information de 13h. Suivons un extrait de son intervention. En août 2017, toutes les centrales syndicales et les plateformes ont signé un protocole avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, en tête avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Il est dit, n'est-ce pas, dans ce protocole, que les syndicats s'engagent à cet égard de ne pas rompre la trêve sociale par des grèves et obligés à coopérer pleinement pour la bonne marche du gouvernement. Voilà ce qui est dit, et je lis, n'est-ce pas, le texte. Donc l'éducation nationale marque sa surprise face, n'est-ce pas, à la rupture de cette trêve-là. En principe, jusqu'en 2022-2023, il ne devrait pas y avoir de grève. Il n'empêche qu'il y a des revendications. Ce n'est pas parce qu'il y a une trêve que les préoccupations des enseignants n'existent pas. Il y a des anciennes préoccupations, mais il peut y avoir également de nouvelles préoccupations. Mais tout cela devait se faire, n'est-ce pas, dans un cadre de dialogue, avec l'installation des cellules de dialogue dans tous les ministères, comme cela se fait chez nous au ministère de l'Éducation nationale, avec le Conseil consultatif de l'Éducation nationale. Dans la majorité des villes, les cours continuent. Et ceux-là vont continuer, mais celles qui ne sont pas, où il n'y a pas cours, donc il y aura, n'est-ce pas, des cours de rattrapage qui vont se faire. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire va prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour que les examens se fassent, n'est-ce pas, non seulement à date, mais avec un programme achevé. Un sujet de santé à présent. La presse de Côte d'Ivoire est invitée à contribuer à lutter contre les hépatites virales en communiquant davantage sur les dangers des hépatites. Cette inflammation du foie, plus souvent causée par une infection virale, existe sous 5 formes de type virus de l'hépatite. Il s'agit de l'hépatite A, l'hépatite B, C et D. Et l'hépatite C fait près de 500 000 décès chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Et en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 13%. Walter Amadou Ouattara nous en dit davantage. Une communication accrue et soutenue sur les hépatites virales. C'est ce que souhaite la Fondation Lévite Inter. À travers une rencontre d'échange avec la presse et des partenaires, cette fondation a présenté la situation relative aux hépatites virales.
L'OMS estime à 240 millions le nombre de personnes souffrant d'une infection hépatique chronique. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est évalué à 13%. Tout le monde est silencieux sur cette pathologie dite silencieuse. Donc, c'est ce qui nous a poussé à nous engager afin que, de la façon dont on parle d'autres pathologies, d'autres maladies, qu'on puisse parler comme ça aussi des hépatites virales qui, je le rappelle, selon les spécialistes, sont 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida. Selon le coordonnateur national de la lutte contre les hépatites, les hôpitaux ne désemplissent pas de malades d'hépatite. Cette maladie présente un problème de santé à l'échelle mondiale. Les hépatites virales sont des maladies du foie provoquées par des virus et ces virus sont au nombre de 5. On a les virus de l'hépatite A, les virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Le traitement de l'hépatite C revient aux alentours de 600 000 francs. Le traitement de 3 mois. Une situation qui interpelle. Journalistes et artistes promettent à s'impliquer dans la lutte. Ce que je peux faire, c'est d'organiser des concerts, c'est d'apporter les moyens, mes connaissances, et pour aider les jeunes gens à lutter contre cette maladie-là. Ce que nous avons fait, c'est d'organiser des émissions de sensibilisation, inviter aussi les différents acteurs qui sont chargés de la lutte contre les hépatites virales en Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions débattre, et discuter et informer nos auditeurs. L'hépatite B est la plus infectieuse et se transmet par contact avec le sang ou tout autre liquide biologique d'une personne infectée. L'hygiène corporelle et environnementale, les rapports protégés, l'utilisation stricte d'objets personnels tels les rasoirs et les brosses à dents sont recommandés pour éviter les hépatites. Le mois de mars 2019 s'ouvre dans quelques jours et avec lui le recensement général de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire. Avant le lancement des opérations, la ministre du Plan et du Développement s'est entretenue avec les préfets des 31 régions et 2 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour Kabagnalé de rappeler à ses autorités locales leur pleine implication dans ce projet. C'est le reportage de Charles Tatou qui nous en dit davantage. Le développement d'une nation moderne concerne le bien-être des populations. La Côte d'Ivoire est sur la voie de l'émergence. L'État se doit donc de connaître les caractéristiques de sa population. Ce recensement général de la population 2019, 5e du genre, vient par anticipation en 2024 pour pallier les insuffisances de celui de 2014. Insuffisances dues aux difficultés logistiques et financières aggravées par le contexte sociopolitique d'alors. La ministre du Plan et du Développement, avec l'appui de l'UNFPE, prend des dispositions pour le démarrage de l'opération en mars prochain. 31 comités régionaux à leur tête, des administrateurs territoriaux et 2 de districts qui auront en charge la mobilisation communautaire. Ils viennent de recevoir à Yamoussoukro leur feuille de route. Kabagnalé de mettre l'accent sur l'importance de l'implication du corps préfectoral. Les résultats du recensement de la population de 2019 permettront d'actualiser les indicateurs socio-économiques nécessaires pour mesurer, suivre et évaluer les performances de l'activité gouvernementale ainsi que des engagements internationaux de notre pays. Je demande donc votre collaboration, messieurs les préfets, pour d'une part amener les populations à adhérer totalement et sans réserve à l'opération et d'autre part votre implication pour encadrer les différentes équipes et créer les conditions pour que l'opération se déroule correctement. L'opération de recensement de la population 2019 va mobiliser 40 000 agents recenseurs. Au chapitre politique de ce journal, la Force 2015 mobilise pour le RHDP. Elle a initié pour cela une caravane d'information et de sensibilisation. Cette caravane a sillonné récemment les villes de Grand-Bassam, Adiaké, Ayamé et Tiapoum. Le résumé de ces actions dans ces villes par Abou Sanogo. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, continue de sonner la mobilisation autour du RHDP.
le rassemblement des Oufouettis Stop la démocratie et la paix et du président de la République Alassane Ouattara, conduite par son leader Charles Niaouré, par ailleurs président de l'Union des mouvements du RHDP. La caravane initiée à cet effet a visité les militants du RHDP de Grand Bassam, d'Adiaké, d'Ayamé et de Tiapoum. Il s'est agi pour Charles Niaouré de les exhorter à la solidification du RHDP, à l'unité, à la cohésion et à faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Nous devons mettre de côté nos différences pour former un. Nous sommes venus aussi pour leur demander d'aller maintenant à l'encadrement, surtout des nouveaux majeurs. Et c'est pour cela que nous sommes donnés pour obligation d'aller partout dans les villes ivoiriennes pour appeler à la mobilisation, pour appeler à la cohésion. Les militants rencontrés dans les différentes localités se sont engagés à contribuer à l'implantation du RHDP. C'est ce qu'il faut pour les fils et filles de cette nation pour que le développement puisse se réaliser dans notre beau pays. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir travailler main dans la main, pour pouvoir consolider les acquis du président de la République. J'ai été convaincu par les actions du président Alassane Ouattara. Donc j'ai décidé de le soutenir, d'être au RHDP pour soutenir ses œuvres. Et le président Alassane a beaucoup travaillé et il fait du bien pour la population de Côte d'Ivoire. Même chez moi, j'ai eu droit à 37 milliards de bitume. Après les étapes de Bassam, de Tiapoum, d'Adiaké et d'Ayamé, Charles Niaouré et son équipe poursuivront leur mission d'explication et de sensibilisation autour du RHDP dans d'autres régions et localités du pays. Une information sportive à présent, le mondial du basketball se tiendra en juillet prochain en Chine et la Côte d'Ivoire sera bien évidemment représentée par l'équipe nationale de basketball et les éléphants basketteurs qualifiés pour la compétition mondiale ont été reçus ce jour par le ministre des Sports Samuel Metch et Samassi Abdourahmane. Le ministre des Sports, dans Paulin Claude, a reçu les éléphants basketteurs à déjeuner suite à leur qualification pour la Coupe du Monde. Que de sacrifices pour l'atteinte de ce résultat reluisant pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste l'un des meilleurs talents au basket d'Afrique. Donc je pense que si on travaille sur la continuité, on peut vraiment créer une opportunité pour les jeunes, la jeune génération et donner une nouvelle image au basket ivoirien mondialement. C'est avec beaucoup de satisfaction que le ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement, accueille les athlètes. Bien que satisfait, il a demandé aux dirigeants du basketball ivoirien d'être efficaces dans la préparation des compétitions. Moi, je suis impressionné parce que c'est la première fois que j'assiste à une phase de qualification parce que je n'étais pas le ministre des Sports. Je suis impressionné par vos performances, impressionné par votre engagement. Donc, je suis en position de force pour faire un plaidoyer, pour avoir les moyens pour vous accompagner. Mais, il y aura toujours un mais. Il faut que les encadreurs, ceux qui ont la charge du basket en Côte d'Ivoire, aient de l'anticipation, de la prévision efficace. Parce que si vous ne faites pas une prévision efficace, que la prévision est large et ouverte et qu'elle est disproportionnée, vous n'aurez pas les moyens pour faire face. On n'a pas les moyens pour faire face. Donc moi-même dans la dépense publique, on me demande de faire attention. C'est pour cela que j'ai demandé qu'on me ressorte les annexes financières et on va regarder ce qui est vraiment impératif, nécessaire pour que vous ayez le meilleur encadrement possible. Après Turquie 2010, l'équipe nationale de basketball sera en Chine pour les phases finales de la Coupe du Monde avec des arguments solides pour titiller les grandes nations en faisant retentir la biganaise. Parlons à présent de culture, une caravane humoristique qui permet aux humoristes de Côte d'Ivoire d'aller au contact des populations, des villes, de l'intérieur. L'équipe de production de l'émission Bonjour de la radiodiffusion télévision ivoirienne était pour cela le 16 février dernier à Aboisseau. Et vous verrez dans ce résumé de Pargas Rokone une soirée tout sourire que je vous propose de suivre. Quand je pense à mon passé, et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. À Galawal, Papitou, Choukenpat, Précis, la dégameuse. Ce sont entre autres humoristes qui ont égayé les populations d'Aboisseau dans le cadre du Bonjour Tour 2019. L'émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
Il s'agit pour les organisateurs de permettre au public des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en direct. Et c'est la place Etier-Elengan qui a servi de cadre pour ce rendez-vous d'humour et du rire. Je suis chef du village, mais je suis nouveau. Je ne connais pas bien le village. Nia, depuis quelle heure tu es là? Il dit non, depuis 19h. Il dit, hein? Et puis il est 1h. Tu es quelle race? Le gars dit Wobé. Il dit, quoi? Tu es Wobé avant ou maintenant? Il dit, il y a longtemps, je suis Wobé. Il dit, oh, Mobrou, Moluku, faut réveiller les enfants. Bianga Iwan Wobé. Il y a Tio, attends, monsieur, on va te loger, mais moi, je ne peux pas t'accompagner. Regarde la maison où il y a des ampoules, là, si on te donne la clé, à quoi alors? Il dit, mais quelqu'un n'a qu'à m'accompagner. Il dit, qui va t'accompagner? Est-ce que si on va avec toi, on peut revenir au complet? Wow! Autorités, élus, cadres, parrains et public d'Aboisseau se réjouissent des différentes prestations des humoristes qui n'ont pas boudé leur plaisir. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous sommes heureux. Et Aboisseau, le Sud Comou a répondu à notre attente. Après Aboisseau, humoristes et équipes de production de l'émission Bonjour de la RTI vont sillonner d'autres villes de l'intérieur du pays. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gagnoaga. Il y a un gars qui est assis dans le public. Il dit, mon frère, continue, c'est pas là qui est important, c'est devant, on t'attend. Et le FESPACO, le grand rendez-vous du 7e art africain, a lieu en ce moment au Burkina Faso. Le ministre de la Culture, Maurice Bandama, y est en soutien aux cinéastes et acteurs ivoiriens. Et avec lui également soutient Sidiki Bakaba et Isaac de Bancolé. Suivons leur réaction dans cet élément. De Samben Ousmane à Idrissa Ouedraogo, en passant par Oumarou Ganda, Alain Gomis, le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a porté les premiers pas du 7e art en Afrique. La première fois à Ouaga, j'avais 15 ans. Je suis venu par la RAN, réseau Abidjan-Niger, par le train Ouagadougou. Et là, je suis honoré d'être invité par le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, M. Maurice Bandama. Ils sont nombreux, ces cinéastes et acteurs ivoiriens, qui ont épousé le concept d'un cinéma tourné par des Africains avec ses réalités et son identité propre. Et depuis 2011 que je suis en France, j'ai déjà fait 3 longs métrages, dont un 4e qui a été tourné en Chine, où je jouais le rôle d'un général, tout en anglais. Ça veut dire qu'on continue et on vient de terminer un film par un réalisateur qui a été aidé par le ministère de la Culture. Pays invité d'honneur en 2017, lauréate de 2 étalons d'or du Yénéga, la Côte d'Ivoire a une longue histoire avec le FESPACO. Je suis heureux que la Côte d'Ivoire figure dans le hit parade du cinéma africain. Donc nous attendons notre 3e Yénéga. Et dans cette pépinière que nous avons, nous sommes sûrs que si ce n'est pas cette année, à la prochaine édition, nous aurons le Yénéga. Nous sommes venus avec nos grands acteurs, Isaac de Bancolé, Tigiri Bakaba et tous les autres qui sont là pour montrer que la Côte d'Ivoire participe à ce renouveau du cinéma africain. 10 réalisateurs ivoiriens soutenus par leurs illustres aînés sont en compétition pour ce 26e FESPACO. Que Dieu bénisse le FESPACO. Que Dieu bénisse. Et cet élément du FESPACO nous est rapporté par Serge Coléa. Passons à l'actualité hors de notre pays. Au Sénégal, le premier tour du scrutin présidentiel a eu lieu hier. En attendant l'annonce des résultats qui devraient désigner le vainqueur de cette élection présidentielle, les citoyens du pays expriment leur attente et c'est au micro de notre envoyé spécial à Dakar, Sidonie Davila. Au lendemain de la présidentielle, la vie a repris son cours normal dans les marchés et les services publics au Sénégal. Dans la capitale, à Dakar, l'élection reste le sujet le plus abordé par les Sénégalais. Avec un taux de participation de plus de 60%, ils ont marqué leur intérêt pour ce scrutin. Aucun citoyen ne voulait manquer le rendez-vous. Si on ne vote pas, on consent. Et si on vote, on veut le changement. Soit on veut le changement ou bien on cautionne ce qui est en place. Donc il faut toujours aller voter, c'est très important. Au lendemain de cette élection, le peuple se préoccupe déjà de ce que fera le nouveau président. Mustapha, vendeur de véhicules, a sa petite idée. Il faudrait que le futur président vraiment réduise le taux d'entrée de véhicules. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça à 8 ans, qu'on le remette à 5 ans.
Parce qu'il y a tellement de circulation, c'est bouché. Nous, en tant que vendeurs de véhicules, ça ne nous arrange pas. Je veux aussi qu'on réduise le prix des denrées alimentaires. Ici au Sénégal, les citoyens attendent beaucoup du grand vainqueur de cette élection, la 11e du genre après l'accession à l'indépendance du pays. Moi, mon enfant est à l'université. Je veux le travail pour les enfants. Ici, c'est le travail qui manque. C'est pour cela ici, il n'y a pas l'argent. Que le président qui va gagner pour qu'il aide les enfants pour le travail. Même moi qui parle aussi, je n'ai pas de travail. Mais le futur président, quel qu'il soit, c'est de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse aujourd'hui. L'éducation scolaire qui aujourd'hui doit être aussi très prise en compte. Pour Aïda Diakité, l'autonomisation de la femme doit être prise en compte. Nous souhaitons aussi d'autres projets de renforcement de capacité pour les femmes. Notamment, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'électricité sont importants. Entre attente et espoir, le peuple sénégalais veut voir se concrétiser le plan Sénégal émergent. C'est sur ces attentes du peuple sénégalais que nous terminons ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles d'ici et du monde sur RTI 1. Bonsoir chez vous.